bonjour et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors on va faire une petite vidéo aujourd'hui pour faire un peu le récapitulatif de mon premier mois et 5 jours avec 10 jours pardon, avec mon modèle Y, puisque j'ai fait en un peu plus d'un mois, regardez bien, 3196 km avec une moyenne de 163 Wh au kilomètre, donc c'est vraiment tout à fait raisonnable. Donc on va déjà parler des points positifs et des points négatifs. Alors les points positifs, évidemment, c'est la consommation qui jusqu'à 110 km/h honnêtement est vraiment remarquable, puisque je vais vous montrer ça aussi avec ABRP, puisque maintenant j'ai un peu plus de 3000 km, donc ABRP calcule ma moyenne avec les données propres de la voiture, puisque j'ai un abonnement premium. Et bien regardez, c'est un chiffre tout rond. Je suis à un calcul de 170 Wh au kilomètre à 110 km/h. C'est vraiment très bien. Pour vous donner une comparaison, l'année dernière, en hiver, avec ma Model 3 de 2019, j'avais cette consommation à 110. Alors évidemment, c'est le chauffage qui fait la grosse différence. Et là, ce que je peux vous dire en plus, c'est que maintenant, j'ai fait des trajets le matin à 3 degrés. Pour aller au travail, et ben écoutez, je consomme quasiment la même chose que quand c'est à 20. Ça se joue à 2-3 Wh au kilomètre. Je suis autour de 145, quelque chose comme ça. C'est vraiment exceptionnel, alors que j'étais autour de 170 facile avec ma Model 3 qui pompait beaucoup plus d'énergie pour chauffer la voiture. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que pour chauffer la voiture, alors il me suffit que je mette que sur 1 ou 2. Honnêtement, ça suffit largement pour avoir une température suffisante dans la voiture, alors que pour la clim, par contre, là, quand il faut refroidir, là, j'ai oublié de mettre beaucoup plus de ventilation. Donc, comme quoi, bah oui, c'est un peu logique, ça fait plus effet de serre que l'inverse, une voiture. Donc, franchement, la consommation, rien à dire. Je pense qu'à autour de 130 km/h, j'ai pas pu encore faire de grands trajets. Je serais probablement autour de 200-220 Wh au kilomètre, peut-être 200 dans des bonnes conditions. Et avec une très faible variation pour l'hiver, à part l'air qui est un peu plus dense, mais franchement ça s'annonce très bien pour l'hiver avec cette voiture. Et finalement il va falloir que je mette les pneus neige entre temps, qui va gréver évidemment la consommation. Ça m'avait pris 10 Wh au kilomètre à peu près quand j'étais passé des Michelin au Nokian. Donc là je pense que ça va être un peu la même chose, mais en tout cas rien à dire, la consommation pour le gabarit de la voiture est vraiment exceptionnel. D'ailleurs tout le monde le dit, quand il compare avec les autres SUV de même catégorie, la meilleure en efficience c'est le modèle Y de très très loin. Donc ça c'est le premier côté positif. Le deuxième côté positif, bah écoutez, je pense que je vais pas vous en faire encore la démonstration, c'est l'espace intérieur qui est vraiment super agréable. Les enfants sont comme des rois à l'arrière, le passager avant aussi, le coffre, je vous l'ai déjà montré, est super vaste. Alors j'ai un petit doute sur les 834 litres je crois que dit Tesla, même avec le fond, le deuxième fond du coffre arrière, je vais pas faire le calcul, mais bon, on a peut-être 700 litres, sauf si on met vraiment un ras-bord. Mais dans ce cas-là, ça va déborder quand on freine entre les deux sièges arrière. Donc bon, il y a largement de quoi faire, mais je pense que 834 litres avec que le coffre arrière, c'est un peu exagéré, sauf la remplir jusqu'en haut. Donc rien à dire, là c'est super agréable. L'autre point positif, donc il faut absolument qu'on parle, c'est la batterie. Alors maintenant, on va aller dans ce cas de ma Tesla, puisque en 3000 km, donc j'ai dû faire à peu près 3-4 charges rapides. Vous voyez, là je suis au superchargeur de Mulhouse. Eh bien écoutez, j'étais à 73,9 kWh de batterie par rapport à 74,5 donné en full pack. Et bien regardez combien je suis en nominal full pack. Je suis à 74,4, donc j'ai repris 0,5 kWh. Je suis presque au nominal full pack à 0,1 kWh près, c'est absolument incroyable. Donc la batterie ne se dégrade absolument pas pour l'instant. Bon, vous allez me dire, ça fait qu'un mois et demi, ça serait le contraire, ce serait étonnant, mais quand même, ça s'annonce très très bien, et c'est par rapport à tout ce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux. La batterie LG 75 kWh a vraiment l'air de
tenir très bien en termes de dégradation. Hein. Vous avez vu aussi ma vidéo où je comparais sur un trajet au chargeur Ionity avec une modèle 3 2021 LG. Lui, on avait fait le calcul avec la petite astuce sur l'écran. Il était encore à 73 kWh contre 74, on va dire. Il avait perdu qu'1 kWh en 20 000 km. Donc c'est vraiment, vraiment très peu. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage, a priori à confirmer, de ce pack LG 75 kWh. C'est la dégradation qui est très faible. Alors évidemment, la contrepartie, c'est ça, que vous connaissez déjà, hein. C'est que la voiture charge lentement. Hein. Vous voyez là, pour faire un 45 80 puisqu'elle me met à 80 parce qu'on a pas mal de monde, je vais mettre 20 minutes. Donc concrètement, si je voulais faire un 10-80, je pense qu'il y a bien 15 minutes de différence par rapport à mon ancien pack Panasonic. Alors, ça commence à faire 15 minutes. Sur un 20-80, elle met 35 minutes déjà la voiture, environ. Donc sur un 10-80, ça doit être facile, ça doit être pas loin de 40. Et là, oui, je pense que ça va quand même nettement moins vite que les batteries Panasonic de 2019. Mais les nouveaux packs 92 kWh Pana ne sont pas vraiment beaucoup mieux, au-dessus de 50% par rapport à mon pack. Donc par rapport aux voitures 2021 et les packs Pana, il n'y a pas 15 minutes d'écart. Ça c'est clair, il y en a moins. C'est par rapport aux anciens packs Pana de 2019, qui se dégradaient beaucoup plus vite. Hein. Donc ça évidemment, c'est le côté négatif. Après, combien de longs trajets vous faites par an? Moi j'en fais peut-être 4-5, où je vais vraiment utiliser les superchargeurs. Donc je vais perdre peut-être, oui, une demi-heure sur 1000 km, 30-40 minutes peut-être sur 1000 km. C'est vrai, c'est possible. Mais d'un autre côté, la batterie se dégrade moins. Donc ça, c'est le côté négatif. Autre côté positif, c'est la voiture en tant que conduite. Alors c'est vraiment un régal. Alors oui, c'est un peu plus haut, mais franchement, ça tient très bien la route. C'est très vif, hein. Pas comme un kart comme la Model 3, mais franchement, c'est c'est remarquable. Hein. C'est vraiment un rail. Alors évidemment, ça fait 2 tonnes. Hein. C'est un rail qui fait 2 tonnes, hein. Enfin entre guillemets. Donc, il faut quand même faire attention. Mais c'est super. Les performances sont largement suffisantes. J'ai pas encore pris le mode boost. Je vais être honnête avec vous, puisque j'ai pas mal de parrainage et que, a priori, ils vont peut-être changer le système de parrainage où on pourrait transformer les kilomètres en d'autres options. Alors si je peux transformer mes parrainages en une option comme le boost, je préfère attendre. Alors je peux toujours le prendre pour 2 jours, hein. Peut-être que je le ferai, aller faire une mesure en Allemagne pour voir le gain d'accélération et après l'enlever. Mais je pense pas qu'honnêtement je vais le prendre pour l'heure actuelle. Ça marche largement suffisamment comme ça. Il n'y a aucun problème. Donc même avec du vent latéral, la voiture est un rail. L'autopilote sur autoroute, je vous l'ai déjà montré sur ma vidéo précédente, marche super bien. Le défaut par contre de la voiture, et là je confirme ce que j'ai dit au début, et même l'Automoto l'a dit, c'est la suspension que je trouve raide. Alors là, vous voyez, je suis à... Ah bah là on voit pas évidemment, mais je suis remonté à 2 bar 9, hein, puisque comme il fait plus froid le matin, les pneus avaient tendance à se dégonfler. Donc là maintenant j'ai regonflé un peu, donc je suis vraiment à 2 bar 9 à 15 degrés, alors qu'avant j'étais à 2 bar 8. Par contre je suis à 2 bar 7, 2 bar 8 quand il fait vraiment très froid. Bon, je sens la différence. L'idéal ce serait de pouvoir mettre tout le temps à 2 bar 7. Là la voiture est relativement confortable, et à 2 bar 9, ouais, c'est quand même un peu raide. Hein. Donc c'est plus raide que mon ancienne Model 3. J'ai essayé la Ioniq, c'est plus raide que la Ioniq. Bon, en contrepartie, on a une super tenue de route et une tenue cap extraordinaire. Donc, il faut quand même le savoir avant d'acheter les voitures. Et je me pose vraiment des questions pour le même modèle en 20 pouces. Et puis, alors la performance en 21 pouces, là, ça va être quelque chose à mon avis. J'espère que je pourrai en enseigner une quand elle sort. C'est quand même un des défauts pour moi de la voiture, comme je l'ai déjà dit. Alors, vous savez aussi que le modèle Y en Allemagne va bientôt sortir. Ils disent qu'il va être produit en fin d'année avec des nouvelles teintes, une peinture de meilleure qualité, ça c'est sûr. Des phares LED Matrix apparemment. Est-ce j'aurais sur ma voiture déjà, je vérifie, mais à mon avis ça m'étonnerait que d'origine j'ai les phares LED Matrix que j'ai une mise à jour. À mon avis c'est mort. Mais par contre les batteries, hein, ça ne sera pas encore les 4680. Il faudra attendre probablement la fin de l'année prochaine. Donc on verra dans 6-7 mois. Ce qu'il en est. Et puis il y a aussi un nouveau pack batterie, probablement le LG 82 kWh qui est valable en ce moment à Hong Kong. Il va peut-être venir en France, vous allez gagner 30-40 km
d'autonomie pour le même prix a priori. Donc si vous pouvez attendre un peu, pourquoi pas, mais bon, c'est pas non plus un changement dramatique. Et puis a priori, je pense pas que le pack batterie, si c'est un LG, chargera beaucoup plus vite que le 75. On sera encore loin des performances du Panat 2019. Autrement, la finition, honnêtement, ça va bien. J'ai quelques petits bruits parasites quand même de temps en temps. Ce que je trouve très pratique, je vais vous montrer ça dehors, c'est d'avoir mis mon coffre. Alors on va voir si ça ouvre bien là. Voilà, pour pouvoir protéger mon haut de coffre. Ça c'est vraiment pratique, donc je ne regrette pas du tout. Par contre, un des défauts que j'ai vu, c'est que mes rivets de plaques d'immatriculation sont mal posés, donc il va falloir que je change ça, que je retourne au Service Center pour qu'il me change mes rivets. Ça fait un bruit vraiment pas terrible quand je ferme le coffre, et puis je pense que ça tape contre la carrosserie, donc c'est moyen. Mais autrement, au niveau de la finition, rien à dire. Les sièges sont un peu plus raides aussi que la Model 3, hein. Je trouve quand même l'assise et même le dossier, je le trouve un peu plus raide. Donc il ne faut vraiment pas que j'ai un pli sur mon pull ou sur ma chemise, autrement je le sens. Mais bon, je me le fais au confort, voilà, c'est plus raide, il faut le savoir. J'ai de la chance, j'ai pas de mal de dos, donc je peux pas me plaindre. Donc concrètement, c'est quand même plutôt positif tout ça, hein. Et puis pour la famille, il n'y a pas photo, c'est nettement mieux. Pour tout ce qui est bagages et compagnie. Et puis surtout pour moi, la hauteur de caisse, qui était un gros souci, puisque je frottais, chez moi je frottais, j'allais chez les amis je frottais, voire je pouvais pas rentrer. Donc bon, ça c'était quand même un problème pour aller à droite à gauche dans mon cas particulier. Donc reste à voir les pneus qui sont très bien, les Hankook qui sont quand même raides. Je pense que les Michelin Pilot Sport pourraient être de meilleure qualité en termes d'amortissement, mais à confirmer l'année prochaine quand je changerai, je remettrai des pneus été. Mais voilà, autrement, écoutez, moi je sais qu'à part le confort dont on peut discuter vraiment, le reste, il n'y a rien à dire. Les performances, l'agrément de conduite par rapport aux performances, c'est fantastique. L'autopilote, qu'on l'utilise à bon escient, est très bien. J'ai très peu de freinage fantôme sur autoroute. Et surtout, j'ai oublié de parler de l'insonorisation qui est vraiment nettement supérieure à mon Model 3 Performance. Il n'y a pas photo 2019. Vraiment à 130, je sens vraiment la différence là, donc c'est très agréable. Et puis, il y a aussi le système sonore qui est très bien, avec tous les haut-parleurs. C'est vraiment hyper agréable et puis c'est très intuitif. Je referai une vidéo d'ailleurs sur le système de commande vocale, vous verrez. Bon, il n'y a pas de gros changements par rapport à celle que j'avais faite il y a quelques années, mais il y a quand même, c'est toujours bon de refaire un test avec les nouvelles mises à jour qu'on a eues. Et puis j'attends avec impatience la nouvelle mise à jour, la 2021.36, voire la 40, où on aurait finalement enfin la possibilité à distance, avec son téléphone, de regarder en streaming les caméras. Alors pas sur 10 heures d'affilée évidemment, mais on pourrait voir le mode Sentinelle en direct avec son téléphone. Ça serait super pratique. Voir aussi des déclenchements d'alerte quand il y a la sentinelle qui se déclenche, pouvoir voir la vidéo enregistrée à distance sur son téléphone en 4 ou 5G. Donc ça peut être vraiment super. J'attends ça avec impatience. J'attends moins avec impatience le FSD. J'ai vu que le 10.2, la 10.3 allait sortir. Elon Musk en fait encore tout un pataquès, mais a priori j'ai vu des retours, notamment aussi de Bob Zwick, les Américains qui l'utilisent. Bon, en fait, voilà, ça marche pas, quoi. Pour être concret, enfin, ça marche pas. Ça marche bien dans 90% des cas, mais vous avez toujours des cas où vous avez intérêt à être très vigilant parce que la voiture fait pas ce qu'il faut et donc faut soit changer de voie, soit freiner, soit elle prend pas le virage correctement. Donc non, ça marche pas. En tout cas, vu le prix auquel il est, pour moi, je considère que ça fonctionne pas, encore moins en Europe, donc ça, c'est clair que je le prendrai pas. Le AP, on verra. Moi, j'aimerais surtout qu'ils mettent cette version pour pouvoir avoir une meilleure détection des objets, et notamment éliminer d'une manière quasiment systématique les freinages fantômes, et puis avoir une meilleure expérience d'autopilote, sans avoir de conduite autonome, juste une conduite de niveau 2, encore mieux que celle qu'on a actuellement, sans demander à avoir un autopilote intégral. Ça n'a pas d'intérêt. De toute façon, en Europe, c'est impossible. On est encore loin d'être à ce niveau-là, que ce soit même le niveau 3, malheureusement. On n'y est pas encore. Donc,
il va falloir être patient. Voilà, bah écoutez, j'ai fait mon petit retour de mon modèle Y. Je ferai sûrement une vidéo sur les tarifs d'électricité qui ont explosé là, par rapport à mon fournisseur d'énergie Green Yellow. Donc là, je viens de changer. Et on va essayer de voir un peu quel est l'avenir. Hein. Est-ce qu'on va se retrouver tous avec des tarifs à 20 centimes du kilowattheure à la maison au lieu de 15? Ça a l'air d'en prendre le mouvement. Hein. Là, j'ai vu aussi EDF qui, honnêtement, j'ai regardé sur leur site, le tarif réglementé, il est loin d'être mis en avant. Hein. Les offres qui sont mises en avant, c'est la digitale ou c'est au tarif de marché. Donc, le tarif peut être changé 2 fois par an, si je me souviens bien. Et puis, vous avez les offres électricité verte ou véhicules électriques qui, là, sont vraiment très chers en kilowattheure de base. Donc, vous fallait vraiment aller chercher sur le site quand même le tarif réglementé qui a 16 centimes à peu près du kilowattheure. Moi j'étais à 14,5 et vous voyez donc ça augmente petit à petit, mais peut-être que voilà, je pense que c'est la tendance. Au niveau des superchargeurs, c'est pas évident que le tarif baisse, vu que là le tarif explose, on va peut-être être encore avec des augmentations des tarifs. D'ailleurs, si je regarde sur l'écran ici, vous voyez, surprise, je suis à 42 centimes du kilowattheure, donc ça a encore augmenté. Et je vais essayer de regarder les tarifs aux alentours. Donc on va regarder en Suisse. Là, je suis à 40 centimes du kilowattheure à Praterne. Et on va regarder à Strasbourg. Là, je suis à 34. Donc vous voyez, le tarif à Mulhouse a augmenté 42 centimes du kilowattheure quand on pense qu'on était à 24 il y a 1 an et demi. Là, à Besançon, on est à 37. Donc il y a peut-être aussi une augmentation du coût des superchargeurs à venir là dans les mois qui viennent, vu que le tarif, alors Bari, en plus vous savez le système complètement libre d'électricité, de tarifs à la maison, alors là les tarifs explosent, je vois des gens qui sont à 50 centimes du kilowattheure des fois dans la journée, donc là c'est plus du tout intéressant à mon sens. Donc c'est un gros sujet ça, qui va à mon avis va faire beaucoup parler sur le coût des voitures électriques finalement à la fin par rapport à un véhicule thermique, notamment éthanol. Même si le tarif du diesel ou de l'essence explose, je pense qu'il va y avoir encore une grosse discussion, débat entre l'intérêt d'acheter une électrique par rapport au coût au kilomètre, si on arrive à 20 centimes, voire 25 ou 30 centimes du kilowattheure à la fin, en usage courant pour se déplacer. Voilà, écoutez, sur ce, je crois que j'ai assez parlé. Je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao.